Je me prends la parole pour parler du projet de loi C-30, loi modifiant la loi sur l'impôt sur le revenu. Pour être honnête, c'est difficile de savoir par où commencer. J'ai vu beaucoup de projets de loi présentés en cette Chambre depuis que j'ai été nommé sénateur. Mais je ne pense pas qu'aucun d'entre eux a été aussi trompeur que ce projet de loi. Le mot « duplicité » me vient à l'esprit. Et si vous cherchez la définition sur Google, vous verrez que le dictionnaire Merriam-Webster la définit comme suit. Marqué par la duplicité, trompeur en parole ou en acte. Ce sont des mots forts, mais permettez-moi de vous expliquer et de juger ensuite par vous-même si cette description ne correspond pas à ce projet de loi. À première vue, l'objectif de ce projet de loi est logique. Il remettra de l'argent dans les poches des Canadiens. Il s'agit essentiellement de remboursement d'impôts. Pour cette raison, le caucus conservateur l'a appuyé à l'unanimité à la Chambre des communes et je m'attends à ce qu'elle soit adoptée avec le même appui ici. J'ai assuré cela de la ministre des Finances lorsqu'elle était ici dans cette Chambre. Mais dès qu'on gratte la surface du projet de loi, on s'aperçoit que le projet de loi n'est pas du tout ce que le gouvernement prétend qu'il est, tout en prétendant être une loi sur l'allègement du coût de la vie. Il ne s'agit que d'un pansement appliqué à une plaie béante que le gouvernement insiste à enfoncer sans cesse. Elle ne fait rien pour s'attaquer à la racine du problème et en fait, elle ne fait qu'empirer les choses. La COVID-19 a causé des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et la guerre illégale de Poutine contre l'Ukraine a fait grimper les prix de l'énergie. Ces deux facteurs ont joué un rôle important dans l'augmentation du coût de la vie que nous connaissons actuellement. Mais même avant ces développements, le gouvernement était sur une trajectoire de collision avec la réalité car il a ouvert les vannes des dépenses sans se soucier de l'impact à long terme sur notre santé économique. Une grande partie des dépenses effectuées pendant la COVID étaient nécessaires. Elles ont permis à soutenir les individus et notre économie alors que nous essayons de naviguer dans des eaux incertaines avec un nouveau coronavirus. Mais une grande partie de ces dépenses n'est pas nécessaire. L'Institut Fraser a publié la semaine dernière une étude qui documente ce qui avait déjà été observé par d'autres. Ils ont écrit un pourcentage important des énormes augmentations de dépenses d'Ottawa pendant la COVID qui ont produit d'importants déficits et beaucoup plus de dettes n'avaient rien à voir avec la pandémie. Environ 60 du déficit du budget fédéral pendant la pandémie était lié directement à la COVID-19 alors que 40 n'étaient pas liés à la pandémie. Ce gouvernement croit qu'il peut dépenser pour se sortir de n'importe quel problème sans se soucier des conséquences négatives. Même maintenant, en plein environnement inflationniste, il continue à jeter de l'huile sur le feu. Vous souvenez-vous peut-être qu'au début de la COVID, le gouvernement libéral ne pensait même pas que l'inflation serait un problème. Même si Pierre Poilievre a averti à plusieurs reprises que les dépenses gouvernementales effrénées entraîneraient sans aucun doute de l'inflation en augmentant la masse monétaire. Un article du Financial Post s'est fait l'écho de ces mêmes préoccupations en mai 2020 en déclarant « La théorie veut qu'une forte augmentation de la masse monétaire entraîne un emballement des prix et certains sont persuadés que les centaines de milliards de dollars que la Banque du Canada a l'intention de créer au cours de l'année prochaine ne peuvent aboutir qu'à une réédition des années 70. La dette publique est depuis longtemps associée à l'inflation, de sorte que les prévisions du 30 avril du directeur parlementaire du budget, selon lesquelles la dette atteindra environ 50 du produit intérieur brut en 2021 contre 30 l'an dernier, rendent certaines personnes nerveuses. Apparemment, certaines personnes n'incluent pas le gouvernement fédéral. Au lieu de s'inquiéter de l'inflation, ils ont écarté la menace et se sont moqués de ceux qui ont osé la mentionner. Au lieu de cela, ils se sont alignés sur le gouverneur de la Banque du Canada qui a le mieux illustré cet état d'esprit libéral lorsqu'il a déclaré
que la plus grande menace pour l'économie canadienne était la déflation et non l'inflation. Même lorsque nous avons commencé à sortir des restrictions liées à la pandémie et que le taux d'inflation a commencé à augmenter, ce n'était toujours pas une priorité pour ce gouvernement. Au lieu de cela, leur seule préoccupation était de ne pas couper le robinet de l'argent trop rapidement, même si les entreprises avaient du mal à trouver des travailleurs et suppliaient le gouvernement de subordonner les prestations au fait que les bénéficiaires soient prêts à retourner au travail. Le gouvernement a refusé. Ils nous ont assuré que l'inflation ne serait que transitoire. Mais le 19 janvier de cette année, Statistique Canada signalait que le taux annuel d'inflation avait déjà atteint son niveau le plus haut en 30 ans. Et les économistes avertissaient que les taux pourraient encore grimper. Le même jour, le directeur parlementaire du budget a publié sa mise à jour économique et fiscale pour 2021, dans laquelle il prévenait que les mesures de relance de 100 milliards de dollars prévues par le gouvernement risquaient de stimuler excessivement l'économie et de contribuer à l'inflation. Le gouvernement a ignoré ces avertissements nouveaux. En mars, l'inflation soi-disant transitoire était passée à 6,7 % en route vers 8,1 %. Et pourtant, alors même que le gouvernement voyait les chiffres grimper, il a refusé d'envisager de maintenir ses dépenses au niveau pré-COVID. Le budget principal des dépenses de cette année montre que le gouvernement fédéral a en fait élargi sa politique budgétaire de plus de 120 milliards de dollars cette année financière par rapport à 2018-2019. Les dépenses pour la COVID ne représentent qu'une infime partie de ce qu'elles étaient au plus fort de la pandémie, et pourtant ce gouvernement refuse de faire preuve de responsabilité et d'un peu de retenue. L'hypocrisie est incroyable. Ils prétendent se soucier de la flambée des prix, mais refusent d'agir sur les choses qu'ils contrôlent directement. Les prix des produits d'épicerie, par exemple, ont augmenté de 10,8 %, soit la hausse la plus rapide depuis 40 ans. Je vais vous en nommer quelques-unes. Le poisson est en hausse de 10,4 % et le beurre, 16,9 %. Les œufs, 10,9 %. Margarine, 37,5 %. Pain, petit pain, brioche, 17,6 %. Pâtes sèches ou fraîches, 32,4 %. Les fruits frais, 13,2 % Les oranges, 18,5 % Les pommes en hausse de presque 12 % Le café a augmenté de 14,2 % La soupe, 19 % La laitue, 12,4 % Les pommes de terre, presque 11 % La famille moyenne de 4 personnes doit maintenant dépenser plus de 1 200 $ de plus chaque année simplement pour se nourrir, sans parler de la hausse des coûts du chauffage, de l'essence et du loyer. Et au milieu de la flambée des prix des aliments et des gens qui ont de la difficulté à nourrir leur famille, le gouvernement libéral a décidé que c'était le bon moment pour cibler une réduction arbitraire de 30 % des émissions de fertilisants d'ici 2030. Malgré les avertissements du secteur agricole selon lesquels l'objectif de 30 % n'est pas, et je cite, « réalisable de façon réaliste sans imposer des coûts importants aux producteurs de culture du Canada et sans nuire à la santé financière du secteur canadien de la production de culture. » De plus, alors que les budgets familiaux sont écrasés par la hausse des prix de l'énergie, la réponse de ce gouvernement était d'augmenter encore les prix en augmentant les taxes. Nous sommes le seul pays du G7 à avoir augmenté les taxes sur les carburants pendant cette période d'inflation record et le gouvernement reste ferme dans son projet de tripler la taxe sur le carbone. Dans un rapport publié la semaine dernière par la Fédération canadienne des contribuables, on indique qu'alors que plus de la moitié des pays du G7 et du G20 et les 2 tiers des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique réduisent les impôts,
Le gouvernement fédéral a récemment augmenté la taxe sur le carbone, les taxes sur l'alcool et les charges sociales, au lieu d'accorder des allègements fiscaux. Les contribuables ont noté que l'Australie a réduit de moitié sa taxe sur l'essence. Le Royaume-Uni a annoncé des milliards de dollars d'allègement de la taxe sur les carburants en mars dernier. Les Pays-Bas ont réduit leur taxe sur l'essence de 17 cents par litre. La Corée du Sud a réduit de 30 ses taxes sur l'essence. L'Inde a réduit les taxes sur l'essence pour maintenir l'inflation à un faible niveau, aidant ainsi les classes pauvres et moyennes. Mais qu'a fait notre gouvernement NPD libéral? Au lieu d'adopter des politiques pour aider à réduire l'inflation, ce gouvernement continue d'inventer de nouvelles idées pour rendre la vie encore plus inabordable pour les Canadiens. Chers collègues, si le gouvernement voulait vraiment réduire l'inflation, il pourrait le faire simplement et facilement. Il pourrait réduire la TPS. En fait, 18 pays, dont la Belgique, l'Allemagne et la Norvège, ont réduit les taxes à la consommation pour rendre la vie plus abordable. Comme l'a souligné la sénatrice Bellemare lorsque la ministre des Finances était ici, les recettes de la TPS ont augmenté de près de 50 en un an, et cela est en partie lié à l'inflation, car la seule chose que l'inflation favorise, ce sont les recettes publiques. Une inflation plus élevée signifie des recettes fiscales plus élevées, sans même avoir à augmenter le taux d'imposition. Un rêve libéral. La semaine dernière, dans ses perspectives économiques et financières, le directeur parlementaire du budget a estimé que l'inflation ajoutera 43 milliards de dollars supplémentaires dans les coffres du gouvernement fédéral au cours des 5 prochaines années. Une réduction du taux de la TPS ferait automatiquement baisser l'inflation. Et comme l'a fait remarquer la sénatrice Bellemare en comité plénier, il ne s'agit pas d'une idée nouvelle. Elle a souligné que, et je cite, « La France a expérimenté des mesures de même nature et selon son Institut national de la statistique et des études économiques, elles ont reçu un impact significatif et important. Le taux d'inflation actuel de la France est de 5 et non de 8 ». Mais plutôt que de prendre des mesures significatives, ce gouvernement a décidé de faire la seule chose qu'il sait faire, essayer de dépenser pour se sortir du problème. La réponse du gouvernement à une crise qu'il a contribué à créer par des dépenses publiques effrénées et de dépenser encore plus d'argent. Après avoir déclenché le feu inflationniste dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ils ne peuvent s'empêcher d'y mettre encore plus d'huile. La ministre Freeland a admis que l'augmentation des dépenses gouvernementales peut aggraver le problème lorsqu'elle a déclaré « Nous ne pouvons pas indemniser chaque Canadien pour la hausse des coûts causés par la pandémie mondiale et par l'invasion illégale de l'Ukraine par Poutine. Le faire ne ferait qu'aggraver l'inflation et rendre le travail de la Banque du Canada plus difficile. » Pour ce qui était peut-être la première fois et probablement la seule fois où je me suis trouvé d'accord avec la ministre des Finances, combattre l'inflation en augmentant les dépenses, c'est comme si des pompiers aspergeaient un feu d'essence pour tenter de l'éteindre. Ce que la ministre des Finances a mis de reconnaître, c'est que l'on mette un peu ou beaucoup d'essence sur le feu, le résultat est le même. Les économistes ont lancé des avertissements sur ce sujet. Le 22 septembre, le titre d'un article du Financial Post le disait clairement. L'aide du gouvernement pour faire face à la hausse des prix risque d'alimenter le feu inflationniste, avertissent les économistes. La CIBC, la Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse ont toutes publié des rapports exprimant des inquiétudes quant à l'utilisation des revenus exceptionnels pour les dépenses supplémentaires. Avery Schenfeld de la CBC a déclaré « Bien qu'il y ait des moments où les largesses fiscales sont exactement ce dont l'économie a besoin, ce n'est pas le cas aujourd'hui. » André Pavlov de la BD School of Business de l'Université Simon Fraser a déclaré
Alors que la Banque du Canada fait beaucoup pour réduire l'inflation, le gouvernement n'a pas vraiment fait grand-chose. Derek Holt de la Banque Scotia a déclaré « Il semble raisonnable de supposer que cela va accroître les pressions sur les mesures de l'inflation de base. Toute personne qui croit que cela va atténuer les pressions inflationnistes doit avoir étudié différents manuels d'économie. Je n'ai aucune idée des manuels d'économie que notre ministre des Finances a étudié ou si elle en a étudié. Mais une chose est certaine, elle induit les Canadiens en erreur en leur faisant croire que ce projet de loi est une loi d'allègement du coût de la vie. En fin de compte, il ne fera rien pour alléger le coût de la vie et ne fait que prétendre le faire. Vous avez peut-être remarqué que lorsque la ministre des Finances était ici pour le comité plénier, je lui ai posé la question suivante. Votre ministère a-t-il effectué une analyse de l'impact de cette mesure de dépenses sur le taux d'inflation au Canada? C'était une question juste, je croyais. Si les économistes préviennent que des mesures comme celle-ci pourraient aggraver la situation, alors les Canadiens ont le droit de savoir si le gouvernement a pris la peine de prendre le temps de déterminer quel serait cet impact. Peut-être que c'est peu, peut-être que c'est beaucoup. Le problème, c'est que nous ne le saurons jamais car la ministre des Finances a refusé de répondre à cette question de base. Mais ça ne devrait pas être une surprise. En fait, la ministre des Finances a refusé de répondre à toutes les questions que je lui ai posées et a plutôt profité de l'occasion pour régurgiter ces points de discussion inutiles comme si elle assistait à la période de questions dans l'autre endroit. J'ai demandé si son ministère avait effectué une analyse de l'impact de ces dépenses sur le taux d'inflation au Canada et tout ce que j'ai obtenu, ce sont des assurances qu'elle prend les dépenses très au sérieux. Ça, nous le savions déjà, chers collègues. La seule chose que ce gouvernement libéral NPD prend au sérieux, ce sont les dépenses. C'est pourquoi il dépense encore 120 milliards de dollars de plus qu'avant la COVID. Ils sont très sérieux lorsqu'il s'agit de dépenser autant d'argent qu'ils le peuvent parce qu'ils sont convaincus que le budget s'équilibrera de lui-même et que le premier ministre ne se soucie pas de penser à la politique monétaire. Toutefois, chers collègues, nous n'avons pas invité la ministre pour qu'elle défile devant nous ces points de discussion et fasse la présentation du programme de son gouvernement. Le comité plénier doit prendre la place d'une réunion de comité. Lors des réunions de comité, nous appelons des témoins pour qu'ils nous donnent des réponses et non pour qu'ils débitent la rhétorique du gouvernement et des points de discussion politique. Pourtant, nous n'avons pas reçu une seule réponse à une question sur le projet de loi C-30. Pendant 95 minutes, nous avons entendu la ministre des Finances parler de tout, des subventions aux combustibles fossiles, au rapport obligatoire sur les risques financiers liés au climat, en passant par les soins dentaires et les allocations de logement. Et moi, quand j'ai demandé comment le projet de loi C-30 contribuerait à ralentir les dépenses, comme le gouverneur de la Banque du Canada l'a souligné, on m'a répondu que nous avions le budget le plus bas du G7. Lorsque j'ai demandé si le premier ministre commençait déjà à penser à la politique monétaire, on m'a fait la leçon sur l'indépendance de la Banque du Canada. Lorsque j'ai publié sur les médias sociaux la vidéo de mes questions, ainsi que les non-réponses de la ministre, ça a scandalisé les gens. Un Brian a dit « Un élève de 3e année donnerait des réponses plus concises que le gouvernement libéral du Canada. » Une Mélodie a dit « Merci de vos questions. Merci de votre incroyable patience. Il est évident que vous n'avez reçu aucune réponse. Je suis furieuse. » Un Roger qui dit « Elle aime commencer par « Soyons clairs », mais chaque réponse est une salade de mots. Son arrogance est écœurante. Elle parle comme si elle lisait une histoire à un enfant de 5 ans. Un Bill qui écrit « Poser une question à un libéral, n'importe quelle question, c'est une perte de temps totale. » Une Sandy qui dit « Alors,
tripler la taxe carbone. Voilà à quel point ils sont compatissants. Et un Charlie qui écrit, il est évident qu'elle ne prend pas la question au sérieux, elle se moque de tout et elle n'a aucun respect pour l'enquête. La ministre des Finances n'avait pas du tout l'intention de répondre à mes questions et c'est inacceptable. Si c'est ainsi que les ministres de la Couronne traitent un comité plénier, alors notre caucus va commencer à s'opposer à la tenue de comités pléniers. Si nous avions tenu des réunions régulières, nous aurions pu inviter toute une panoplie de témoins à comparaître. Et je suis convaincue que l'un de ces témoins aurait été le directeur parlementaire du budget, qui a confirmé la semaine dernière que les dépenses du gouvernement visant à atténuer la hausse du coût de la vie feraient en fait l'inverse. Certains diront que l'impact sera minime, mais moi je vous dirais qu'il n'est pas admissible pour le gouvernement fédéral de travailler à l'encontre des efforts déployés par la Banque du Canada visant à réduire l'inflation. C'est honteux, chers collègues. Il n'est pas étonnant, en fait, que la ministre des Finances n'ait pas voulu répondre à mes questions. Les comités pléniers sont tout simplement, et si c'est vraiment le cas, un moyen pour le gouvernement de ne pas répondre aux questions. Et si c'est le cas, nous commencerons à insister pour que chaque projet de loi fasse l'objet d'études en comité plénier. Le fait est que ce projet de loi n'avait pas besoin d'être précipité. Le gouvernement a eu beaucoup de temps pour l'élaborer et le déposer. Et pourtant, comme l'a fait remarquer la sénatrice Martin en comité plénier, le gouvernement, on dirait que le gouvernement vient tout juste de se rendre compte que les familles canadiennes avaient du mal, étant donné les pressions inflationnistes. Pour ce qui est du budget principal des dépenses qui a été déposé le 1er mars, nous savons que l'inflation, à ce moment-là, avait atteint 6,7 %. Le budget supplémentaire des dépenses a été déposé le 7 juin et à ce moment-là, l'inflation a atteint 8,1 %. Et pourtant, il n'y avait pas d'indication des dépenses qui ont été soulevées par la suite dans ces deux textes. L'inflation ne s'est pas manifestée du jour au lendemain. Le gouvernement, par conséquent, a eu suffisamment de temps pour prévoir les choses. Mais l'inflation augmentait et le gouvernement était endormi au volant. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est incapable de soumettre des textes de loi en temps opportun? Nous savons que le texte qui nous intéresse a été déposé à la Chambre le 20 septembre et ensuite ça a pris 3 semaines de séance pour que le projet de loi, pourtant non contesté, soit présenté. Je le répète, 3 semaines. Le gouvernement est clairement incapable de marcher et de mâcher du chewing-gum en même temps. Mais vous ne devez pas me croire, moi, sur parole. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a remarqué lors du Forum mondial à Banff que le Canada sous-performait de façon chronique et que cette sous-performance s'expliquait par les mauvaises décisions politiques qui avaient été prises. Il a énuméré une série de problèmes, notamment un bourbier politique qui nécessite une crise pour prendre des décisions, trop de couches de réglementation, des processus d'autorisation et de consultation qui sont trop longs et lourds. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons ici ce soir pour traiter ce projet de loi. Il s'agit encore une fois de l'incompétence de ce gouvernement. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que ce projet de loi ne permet pas de vraiment venir en aide aux Canadiens autant que le clame le gouvernement. Le gouvernement aime se pavaner et faire semblant d'être un héros. Il faut comprendre que l'argent en question va seulement être attribué à ceux qui reçoivent le crédit pour la TPS.
Nous savons pertinemment que ça ne comprend pas les personnes qui ne font pas de déclaration de revenus. Le gouvernement aime, d'autre part, donner l'impression que l'argent va venir en aide aux mères célibataires avec de jeunes enfants. Mais en réalité, des 11,6 millions de chèques qui seront envoyés, seulement 1,3 million seront envoyés aux ménages qui comptent des enfants et moins de la moitié sera attribuée aux foyers monoparentaux. Les 10,3 millions de chèques restants seront envoyés aux ménages qui n'ont pas d'enfants. Comme l'a souligné par le passé Statistique Canada, étant donné que le bien-être économique d'une personne dépend également du revenu familial et pas seulement du revenu personnel, les personnes qui ont droit au crédit pour la TPS ne sont pas toujours désavantagées. Par exemple, on peut citer le cas d'un jeune adulte qui vit toujours chez ses parents et qui travaille à temps partiel. La majorité des bénéficiaires sont issus de familles à plusieurs revenus. Par exemple, un enfant et un autre parent du principal bénéficiaire vivant au sein du même foyer. En d'autres termes, le déploiement de cette mesure de 2,5 milliards de dollars ne se fait pas de façon suffisamment précise. Le programme a été conçu pour être un remboursement de la TPS, pas un outil pour contrer l'inflation. Ça veut dire que les personnes à faible revenu ne vont pas nécessairement recevoir les montants les plus importants. Le programme est conçu de façon à ce qu'un adulte reçoive un crédit d'impôt de 306 $ plus 161 $ pour chaque enfant admissible de moins de 19 ans. Alors, si vous êtes marié, vous et votre conjoint allez recevoir chacun 306 $ plus 161 $ pour votre enfant, ce qui fait 773 $. La moitié, 386, c'est la prestation à laquelle ceux qui sont admissibles auront droit en vertu du projet de loi C-30. Si vous êtes un parent isolé, le calcul est le même, car il existe un montant équivalent au conjoint pour les parents isolés. Par contre, si vous faites partie des 9 millions de bénéficiaires qui sont célibataires sans enfants, vous recevrez le montant de base, à savoir 306 $. Mais si vous gagnez plus de 9 900 $ par an, vous recevrez 2 % de chaque dollar gagné au-delà de ce montant, jusqu'à concurrence de 161 $ supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire qu'une personne seule qui gagne un peu moins de 10 000 $ par an touchera 154 $ en vertu de ce projet de loi, alors qu'une personne seule qui gagne 2 fois plus recevra 234 $, ce qui représente 52 % de plus. Alors, on peut dire que ces paiements sont insuffisants, mais également qu'ils sont inéquitables. Normalement, le projet de loi est censé aider les personnes les plus démunies, mais on constate que ce ne sont pas les plus démunis qui touchent les sommes les plus importantes. Pour un remboursement de la TPS, le programme est logique, parce que si vous avez plus d'argent, vous dépensez plus en TPS par année. Mais pour une mesure qui est censée fournir un allègement fiscal ciblé à ceux qui en ont vraiment besoin, c'est plutôt une blague. Alors, pensons au cas d'une mère célibataire ayant un revenu net de 30 000 $. Elle recevra 2,10 $ par jour pendant 6 mois, à savoir un total de 386,50 $. Au cours de la même période, le pouvoir d'achat de cette même mère aura été réduit de plus de 1 000 $ en raison de la juste inflation, à savoir quelques 5,50 $ par jour. Alors, le gouvernement libéral néo-démocrate assiste au taux d'inflation le plus élevé des 40 dernières années. Le gouvernement propose de priver les mères célibataires de 5 $ par jour. C'est ça la solution? Alors, pour revenir à ce que disait la ministre des Finances, personne ne suggère que le gouvernement devrait indemniser chaque Canadien. On ne peut pas dépenser plus pour tenter de résoudre les choses. On demande au gouvernement de cesser d'augmenter les impôts des familles canadiennes. On demande au gouvernement de réduire les impôts au lieu de gaspiller
l'argent dans les coffres de l'État. Si nous voulons éviter une récession, à proprement parler, nous devons être prudents financièrement parlant. Et c'est assez évident de savoir ce qui se produira si le gouvernement Trudeau ne fait pas attention. Le Royaume-Uni apprend à ses dépens, justement, que les marchés punissent les gouvernements qui ne sont pas prudents. Et nous savons que les effets vont se faire ressentir pendant bon nombre d'années. Thorsten Bell de la UK Resolution Foundation a été cité. Il a dit « Dans un monde où les taux d'intérêt augmentent et où l'inflation est élevée, vous ne voulez pas être considéré comme étant le pays que tout le monde considère comme un mauvais pari. Il est important de montrer à quel point vous êtes sérieux. Si on pense vraiment que la stratégie de croissance se résume à emprunter, les marchés ne le croient pas pour leur part. Royce Mendes, responsable de la stratégie macro du mouvement Desjardins, a déclaré en octobre qu'il était plus important pour le gouvernement fédéral aujourd'hui de rassurer les investisseurs que par le passé. Espérons que notre gouvernement écoute attentivement et que les erreurs britanniques ne seront pas répétées. En guise de conclusion, je dirais ceci. Lorsque la ministre des Finances était ici et qu'elle n'a pas répondu à nos questions, elle a fait la déclaration suivante. Elle a dit « Les Canadiens sont intelligents ». À cet égard, je dois dire que je suis entièrement d'accord avec la vice-première ministre. Les Canadiens sont effectivement intelligents. Et je crois qu'ils verront au travers de ces mesures absurdes. Les Canadiens sont effectivement intelligents et ils vont montrer à ce gouvernement à quel point ils sont intelligents lors des prochaines élections. Merci.